Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Nous recevons Marie-Lise Lebranchu. Marie-Lise Lebranchu, ancienne ministre des PME et de l'artisanat sous Jean-Pierre Raffarin. Non, maintenant vous êtes de gauche, c'est pas possible. Ben voilà, Jospin. Jospin, bon. Et garde des Sceaux, toujours sous Jospin. Eh oui. Voilà. Et puis nous avons le chef de la rédaction de Morlaix, du territoire de Morlaix, qui englobe un peu plus, non ? Qui englobe également Carré, la rédaction de Carré, effectivement. Voilà. Ouais. Et avec vous, nous allons parler des municipales, notamment à Morlaix. Mais d'abord, Marie-Lise, j'aimerais quand même qu'on parle du budget. La France vient enfin de se doter d'un budget. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a beaucoup de critiques pour dire que c'est un budget qui ne prépare pas l'avenir, c'est un budget qui coûte cher, qu'on a donné beaucoup aux socialistes parce que le Premier ministre Lecornu, après des échecs successifs de messieurs Barnier et Bayrou, s'est retourné vers les socialistes qui ont demandé le décalage ou la suspension de la réforme des retraites, un certain nombre d'avantages sociaux, etc. Donc on lit, même dans le monde, que finalement on ne prépare pas l'avenir pour nos enfants, qu'on leur fait financer les retraites actuelles, etc., que c'est une catastrophe et qu'il faut repousser encore les décisions difficiles à 2027 à l'occasion de la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je n'ai pas changé d'avis depuis quelques années. Je pense qu'on fait les budgets annuels. C'est-à-dire qu'année après année, on se repose des questions et des recettes et des dépenses et d'éventuelles réformes. Généralement, on en choisit une. Pour le président Macron, cela a été la réforme des retraites, encalminée pour l'instant. Mais on ne fait pas le travail qu'on doit faire. On doit tout poser, une fois pour toutes, et dire quelle est notre situation budgétaire et qu'est-ce qu'on veut exactement, quel projet on a pour les citoyens français. Ce ne sont pas des clients, ce sont des citoyens. Parce que souvent, on pose les dépenses. Sinon, on pose les dépenses d'abord, après oui. On dit il faut réajuster, etc. Et on part généralement à l'envers. Et il y avait eu une bonne idée à un moment donné, qui était de faire, vous savez, une annualité, mais avec 3 ans de perspective obligatoire. On avait appelé ça la LOLF. Mais ce n'est pas appliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un traitement budgétaire au jour le jour, ou à l'année, et je n'entends pas un citoyen français lire un budget avec un projet. Oui, mais par contre, ce qu'il lit... Qui peut supposer des oppositions. Et le budget de 2027, ça va être encore plus compliqué, visiblement. Ce qu'il lit, en tout cas, ce qu'il entend dans les médias, c'est la paupérisation des Français. Et on peut se demander... Moi, j'ai vu, par exemple, le chancelier Schröder, lorsqu'il avait lancé les réformes Hartz, tout le monde disait, en France, notamment à gauche, « Oh là là, c'est dramatique, ça va précariser le travail pour les Allemands, etc. » Résultat des courses, ils ont fait leur réforme structurelle. Il y a eu beaucoup de manifestations pendant des jours et des jours, mais aujourd'hui, l'Allemagne a tiré son épingle du jeu et les Allemands sont plus riches que les Français. Et pendant 25 ans, le SPD n'a pas pu revenir au pouvoir parce que beaucoup d'Allemands... il l'a payé. Et ils l'ont payé cher. Et quand vous prenez la situation d'aujourd'hui de l'Allemagne par rapport à la France, en dépit de nos difficultés, les Allemands, en ce moment, rencontrent des difficultés majeures, y compris sur le secteur industriel, au point d'aller chercher plus à l'exportation quand même. Au point d'aller chercher parce qu'ils exportaient beaucoup en Chine. Oui, mais parce que on a décidé à un moment donné que le partage international du travail ferait de la France un grand pays des services et que la production irait ailleurs. C'est une décision politique et sociale à la fois, puisque les patronats de l'époque en étaient d'accord, j'en ai été témoin. On a fait une erreur majeure. Dans les années 90-95, quand on est arrivé en 98, on était toujours dans cette épure-là, le partage international du travail. Et comme je vous disais qu'après, on travaille année après année, on n'a pas reposé le sujet. Et donc, l'industrialisation dont on parlait beaucoup, mais pour laquelle on faisait peu, nous conduit à une situation où, effectivement, l'Allemagne a des capacités de production plus fortes que les nôtres. Oui, mais son défaut, c'est d'avoir des capacités de production assises en grande partie sur les exportations. Le jour
où un des grands acheteurs est en difficulté, c'est un problème. Absolument. Mais nous avons aussi le grand défaut de brader notre patrimoine industriel. Oui. Et encore récemment, Oui. j'ai vu que le ministre de l'Industrie, M. Lescure, était attaqué par Jordan Bardella. Alors il lui a répondu qu'il n'avait pas de leçon à recevoir d'un Godeliuro qui connaissait rien à l'économie et à l'entreprise. Mais malgré tout, le problème de brader, et ça a commencé avec Alstom et d'autres entreprises comme ça, c'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais sur le partage international du travail, on n'était pas arc-bouté sur un appareil industriel et sur la modernisation de notre appareil industriel. Moi, j'ai fait à l'époque des voyages avec des représentants du grand commerce qui disaient c'est là qu'est la pépite, c'est pas vrai. La pépite n'était pas là. Donc, on doit repenser notre industrialisation. Je pense que la Bretagne, d'ailleurs, dans ce commerce, dans cet état des choses-là, s'en sort pas si mal. D'abord, on parle de pas grand-chose en termes d'industrialisation, hormis l'agroalimentaire. Mais on a un atout qu'on oublie tout le temps, c'est qu'on forme les gens ici. On a les capacités de formation, on a des personnes formées. Et si vous regardez bien votre territoire, vous voyez qu'en termes d'auto-entrepreneurs, par exemple, qui sont les grands apporteurs d'entreprises en France, c'est pas forcément encourageant parce qu'un auto-entrepreneur ne peut pas forcément aller très loin en termes d'extension de son activité. Et bien sur nos auto-entrepreneurs, on a des meilleurs résultats, c'est-à-dire des gens qui finissent par créer une micro-entreprise et embaucher. On a des atouts, mais je pense qu'au cœur du projet français, l'industrialisation manque, alors je vais faire une boutade, elle manque d'Arnaud Montebourg, multiplié par je ne sais pas combien, et d'avoir une relation aux grands groupes qui ne soit pas une relation de tapis rouge sur les escaliers de Bercy ou même parfois de l'Élysée, mais qui soit une relation raisonnée. On ne raccorde pas tout. Non, les grands groupes ont besoin de PME et de petites entreprises. Une dernière question avant de passer la parole à Gwendal. Si vous voulez réagir là-dessus, bien entendu, oui. Vous pouvez. Mais est-ce que la politique de l'offre, finalement décidée par François Hollande, n'a pas été mésestimée par les socialistes ? Je pense que la politique de l'offre tenait quand on avait à côté une stratégie. Vous vous souvenez de ce comité stratégique qui devait parler d'industrialisation et qui s'est arrêté malheureusement après la présidence, avec la présidence Macron. C'est-à-dire qu'on pouvait continuer si on avait vraiment des axes stratégiques de développement. Et c'est là que, compte tenu des choix budgétaires, à un moment donné, on n'avait peut-être pas assez de recettes non plus. Il aurait fallu qu'on discute davantage avec le patronat pour remettre l'industrialisation au cœur en leur disant « Mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire, vous ?» On a surtout parlé et discuté des 35 heures à l'époque. Les 35 heures ont été une période extrêmement intéressante. Là, on voit quelques études qui vont enfin sortir pour l'augmentation de la productivité en France. Ça a été la grande période d'augmentation de la productivité. Qui rebaisse à nouveau. Et on a aujourd'hui... Et Gwendal ? Je dis, les Allemands sont au-dessus des Français en termes de productivité. Et aujourd'hui, on a un problème de productivité, ce qui veut dire qu'on a un problème aussi de formation et d'accompagnement de ces entreprises. J'ai envie de dire les ETI, les PME de 50 à 300 salariés, parce que c'est ça le meilleur vivier. Là, on a un problème d'accompagnement sur la productivité. Madame la ministre, puisque je crois que c'est un titre qu'on conserve à vie, je ne veux pas être méchant, mais on a quand même reproché à Lionel Jospin d'avoir bénéficié d'une forte croissance à l'époque et de n'avoir pas fait de réforme structurelle. Mais je vous lis souvent. Je lis souvent, il n'y a pas eu de réforme structurelle, il n'y a pas de réforme structurelle. Les 35 heures, c'est une réforme structurelle. Mais c'est une réforme structurelle qui ne convient pas à une pensée dominante sur la question du travail. Quand on regarde bien ce qui s'est passé, il y avait un vrai axe sur l'industrialisation. Et on avait travaillé sur ce qu'on appelait l'investissement embauche. Qu'est-ce qui manque à nos PME souvent ? C'est de pouvoir embaucher quelqu'un qui soit de haute compétence, soit technologique, soit de gestion, soit de management, peu importe. Mais pourquoi ? Parce que c'est cher. Et si vous achetez une machine, c'est déduit de votre impôt sur les sociétés. Si vous achetez, entre guillemets, si vous embauchez quelqu'un de haute compétence, c'est pas déductible. On a un vrai sujet de rapport à l'IS, de l'embauche, par rapport à ce qu'on a appelé l'investissement, qui n'est pas toujours aussi productif qu'on aurait aimé. Donc là, on a des sujets, mais ce que je disais au début de propos, je le pense profondément, on ne met pas tout sur la table, on a des clichés, on a des phrases toutes faites, et du coup, on dit on dépense trop, il faut baisser la dépense publique.
lorsque je me suis occupé de la fonction publique, je rétorquais toujours... Non, mais on baisse quoi ? On baisse quoi ? La police, la justice, d'accord, mais ça on l'éducation. l'entend tout le temps. Oui, mais bon. on pourrait ne pas baisser les dépenses publiques, mais il faudrait produire plus. Alors, je vais faire une transition quand même. Pas sûr. Moi, j'avais juste une question sur, sur la réindustrialisation du pays, parce qu'il y a beaucoup de discours là-dessus. Et parfois, on a du mal à comprendre pourquoi certains projets n'arrivent pas à éclore finalement. Et Marina, que vous devez bien connaître pour le coup, puisque c'est une... société morlaisienne qui a fait des innovations de rupture sur le sang de ver marin. Ça fait des années et des années qu'il se bat. Lui, le docteur Franck Zal dit qu'il se bat contre l'administration française qui bloque globalement tous ces projets, étant précisé qu'actuellement, son innovation de rupture permet de soigner des grands brûlés de Grand Montana en Suisse. J'ai d'ailleurs regretté de voir qu'il y a eu un sujet télévisé sans citer Marina. Le regret est partagé. Et Marina, c'est typique de deux choses. Ce qu'est l'industrialisation, de l'argent public qui va chercher un docteur qui lui dit tiens, au fond, pourquoi vous n'essayeriez pas de créer la boîte ? On vous aide, pépinière d'entreprise, subventions, etc. On l'aide. Parce que c'était du temps de Gwenaëlle Duy. La biologie, c'est sans doute un des grands dossiers de demain. On l'aide. Et puis vous avez l'autorisation de mise en marché, l'AMM en France, des médicaments, des produits de santé, qui est d'une lourdeur, à mon avis, invraisemblable. Et il y a quelque chose sur laquelle il faudrait revenir, et je vais faire hurler beaucoup de monde, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir mis dans la Constitution le principe de précaution ? Le principe de précaution, c'est très bien quand on connaît les sujets dont on parle. Le principe de précaution, c'est une autorisation de mise en marché, c'est très difficile. Donc, il faudrait qu'on revienne sur les contenus de c'est quoi protéger une population. Par exemple, est-ce qu'on doit essayer sur des brûlés les produits issus des marinas ? Oui, bien évidemment, oui, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Mais c'est vrai que vous avez raison. Là, il y a sur l'AMM, l'autorisation des mises en marché, on a un projet qui d'ailleurs, un système qui a fait que souvent, il faut être honnête entre nous tous, des brevets français sont exploités aux États-Unis. C'est un cas particulier. Il y en a d'autres. Il y a cette affaire du lin dont on a beaucoup parlé, qui montre que c'est difficile d'attirer des investisseurs et des projets crédibles. Il y a eu aussi un certain nombre d'entreprises qui ont pas disparu, mais qui ont été amoindries. On avait à Morlaix, donc chez vous, la Britaire. Et vous nous dire aussi ce que vous en pensez, mais quand on dirige une petite ville comme Morlaix, 15 000 habitants, c'est pas évident, et qu'on n'est pas sur les grands flux de circulation dans le couloir rhône-alpin ou évidemment en région parisienne, c'est compliqué. C'est compliqué, cela dit, c'est pas moi qui gère la ville, hein. Pas encore, mais non, mais vous observez ce qui se passe. J'observe ce qui se passe effectivement, et oui, j'imagine que c'est compliqué. C'est un enjeu majeur pour Morlaix, le pays de Morlaix, de réindustrialiser son territoire, comme c'est un enjeu au niveau national en fait de réindustrialiser le pays. Au niveau du lin, il y a actuellement trois projets plus ou moins avancés. Le plus avancé étant Bretagne Lin, qui va bientôt rouvrir dans une partie des ateliers GAD à l'Empolle-Guimillot. Voilà, c'est des projets sur lesquels la députée est très présente également. Madame Lefeur est très investie sur cette thématique du lin. C'est probablement ce sont probablement trois projets qui, s'ils vont jusqu'au bout, vont permettre de réindustrialiser le pays de Morlaix. C'est important, c'est un enjeu. Vous-même, vous aviez reçu, vous m'avez dit ça tout à l'heure, un coup de fil de Lionel Jospin au moment de la Britaire, hein, c'est ça ? Oui, parce que lorsque Britaire a, j'ai envie de dire, malheureusement, été racheté par Air France, puisque c'est là que se fait la rupture dommageable pour le pays de Morlaix. Comme j'étais de Morlaix, il voulait absolument vérifier que ni moi ni qui que ce soit de ma famille n'ait un sou à l'intérieur de cette entreprise. Moi, j'ai toujours regretté la façon dont le rachat a été fait, parce que trop brutal. Un Christian Blanc à l'époque, même s'il ne conduit pas le projet par la suite, qui achète tout ce qu'il peut acheter. On est dans un moment où il vaut mieux ne pas avoir trop de concurrents qui arrivent sur le territoire et qui n'achètent pas avec un projet de développement. Or, on a essayé, et
Je pense qu'on n'a pas été entendu. Et là, je reviens sur ce que vous disiez, c'est pas la petite ville, c'est le bout du monde. Et pour la direction d'Air France, on a eu un mal fou à pouvoir ouvrir les portes. Mais ça, c'est malheureusement derrière nous. Je pense que quand on porte des projets, alors le dossier du lin, je ne connais pas, mais pour avoir vécu d'autres, l'extension de Sermeta, des choses comme ça, c'est difficile, c'est lourd, ça demande un investissement public local important, avec l'aide de la région en général, qui est de qualité. C'est la communauté d'agglo qui doit porter. Mais il faut faire extrêmement attention. Je peux vous donner une anecdote très rapidement. En lien avec les carrosseries Bisia, j'avais rencontré une entreprise dans l'Est de la France, au moment des discussions sur les 35 heures, qui 10 ans après me dit moi ça m'intéresserait de venir à Morlaix, vous me faites la liste des logements disponibles, le coût du logement, le coût d'achat des terrains, les écoles, etc. On n'avait pas assez de logements. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, lui, il a besoin qu'on loge son personnel, et je pense que l'activité publique, c'est, je dirais même le nectar de ce que c'est que cet argent public, c'est d'abord le logement, la formation, le transport. Et donc, quand vous avez une entreprise qui va arriver, vous devez tout de suite lui répondre sur ces sujets-là. Et je pense que l'ouverture des logements à côté de la gare à Morlaix, c'est aussi important que les rencontres. Sur le logement à Morlaix, c'est énorme, c'est nécessaire. Il faut rappeler, parce qu'on passe du local à l'international, que vous avez quand même été député maire de Morlaix pendant combien de temps ? Quelque temps. Quelque temps, ça fait une décennie, pas tout à fait. Ouais, un peu plus. Un peu plus. Ouais. Bon, j'avais envie de faire une transition, mais en fait le sujet s'est un peu présenté différemment entre Gerhard Schröder et vous-même. C'est-à-dire Gerhard Schröder, au moment où il faisait ses réformes, en gros il y avait une formule allemande qui disait, parce qu'il y avait des inondations et il avait les bottes dans l'eau. Et je voulais vous demander si vous, à Morlaix, est-ce que vous avez enlevé vos bottes et quelle est la leçon qu'on tire des dernières inondations, puisqu'il y a des projets d'aménagement urbain qui font débat. Oui, qui vont être un enjeu clair des prochaines municipales. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit récemment. Le projet de réouverture de la rivière, en fait, c'est réducteur de parler que de la réouverture de la rivière, parce qu'à l'origine, c'est surtout qu'ils vont travailler sur les galeries souterraines qui ne permettent pas à l'eau de s'écouler normalement. Donc il y a des angles droits, il y a des choses qui freinent l'écoulement de l'eau. Donc ça va surtout les travaux vont surtout consister à régler ce problème-là. Après, la réouverture, c'est selon les experts, parce que moi j'en suis pas un, mais selon les experts qui ont pondu cette expliquez bien quand même ce que c'est la réouverture. La réouverture de la rivière, c'est découvrir la rivière du kiosque du centre-ville, de la place des Otages, jusqu'au rond-point Charles de Gaulle du commissariat, c'est-à-dire sur 400-500 mètres. Pour ceux qui connaissent, sur 6 mètres ou 7 mètres de large. Donc ça veut dire la fin des parkings au centre-ville de Morlaix. Un grand parking. C'est un énorme parking avec 3 noms de places différentes, mais c'est un grand parking. Et ils veulent rendre les rues, je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour l'instant, quand il y a débordement, l'eau s'écoule vers les commerces. C'est-à-dire que Morlaix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cuvette. Une cuvette. Voilà. Mais vous étiez partisan de ça depuis bien longtemps. Oui, parce que je pense que c'est la seule solution qui tient à long terme. C'est-à-dire tout ce qu'on fera sans ouvrir la rivière, ce sera mieux, mais ce ne sera jamais bien. Je veux dire qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Je dis aussi qu'il faut voir du long terme. C'est difficile pendant les travaux. C'est lourd à porter pendant les travaux. C'est pas plus cher, sinon moins cher que 2 barrages. Et j'entendais le maire de Morlaix là-dessus, il a raison. Si on fait 2 barrages, un sur le quai Flotte, un sur le Jarlot, on crée en dessous ce qu'on appelle les zones à risque. Donc il ne faudra pas construire là, il ne faudra pas avoir de zones de développement là. Ce sont des zones à risque et c'est un risque partagé. Je pense que sur le long terme, ouvrir la rivière est la meilleure des solutions, même si ça va être dur pendant les travaux. Alors, il faut être courageux. Petite question sur les municipales qui arrivent, et pas seulement à Morlaix. Il y a beaucoup de députés, finalement, qui vont abandonner leur mandat parce qu'ils ont ras-le-bol de l'Assemblée, des débats conflictuels, du brouhaha permanent, et qui veulent se sentir plus efficaces avec un mandat local. Vous comprenez cette démarche ? Je comprends cette démarche parce que quand vous êtes maire et que vous faites quelque chose, vous le voyez. Alors, vous êtes à portée de baffe, comme tout le monde dit maintenant, ça c'est vrai, je confirme qu'on est à portée de baffe, mais on voit ce qu'on fait. En revanche, moi, je reste persuadée que les mandats nationaux, si vraiment on voulait travailler à ce qu'est un projet de société, c'est complexe
Je vous parlais avant de venir ici avec M. Amery, je parlais de Arnaud, par exemple, Miranda, sur ce qu'il vient d'écrire sur les libertariens, etc. Il y a un vrai changement de comportement dans la société qui ne touche pas seulement la France, l'Europe, les États-Unis. Là, il faut préciser un peu, vous parlez des libertariens. Les libertariens. C'est un mouvement qui vient des États-Unis. Ou ce qu'on appelle les techno-fascistes. Elon Musk, mais je mets préciser, tout ça. Mais je mets tout ça. Je mets hein, techno-fascisme entre guillemets parce que le mot n'est pas de moi. La Silicon Valley, etc. On a un vrai changement qui s'opère et on ne répond pas à nos citoyens avec des projets en disant, nous, en face de ça, de quoi on parle? On parle de la vie, de l'éducation, de la culture, des échanges internationaux. On dit que les socialistes ne travaillent pas assez. Non, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de... Est-ce que je peux faire ce qu'on ne fait jamais? Oui. C'est de dire les socialistes et les médias. Oui. Parce que de temps en temps... J'ai beaucoup de journalistes qui ne travaillent pas assez aussi. Ça non, ils travaillent beaucoup. Oui. Et on le disait avant de On dit venir. que le logiciel socialiste a du mal à s'adapter. C'est quoi le logiciel socialiste? Moi, Par exemple, regardez... Je ne sais pas ce que vous voulez sur dire la quand vous question dites logiciel socialiste. Le logiciel socialiste, c'est les programmes, c'est les 101 propositions de François Mitterrand. Mais attendez, on est en 2026. Justement, parfois on a l'impression, notamment sur l'immigration d'ailleurs, que vous n'avez pas beaucoup évolué. Moi, je trouve qu'on a beaucoup évolué. Peut-être, et vous voyez, je pense le contraire de vous. On a peut-être trop évolué par rapport à ce dont on avait peur avant. On avait peur de ne pas être assez bon en économie côté entreprise, parce que l'économie, c'est pas que ça, mais côté entreprise. J'appelle ça notre syndrome de Stockholm. Et on en avait tellement peur qu'on déroulait le tapis rouge à tous les grands groupes pour que, justement, ils ne nous critiquent pas trop et qu'ils soient actifs. Et je pense que du coup, là... on leur a trop donné, c'est ça que vous voulez dire? Non, on n'a pas mis sur la table le vrai débat qu'on aurait pu avoir avec eux. C'est quelle politique publique quand, à côté des grands groupes, on veut développer des PME et des ETI, des petites entreprises industrielles? C'est quoi le sujet? Pardon, je voulais juste revenir sur le fait que des députés souhaitent désormais revenir sur leur mandat de maire. Oui. Est-ce que finalement, ça n'a pas été contre-productif d'interdire le cumul des mandats? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir dessus et avoir un pied au local? Sandrine Lefebvre pourrait être candidate à la mairie de Morlaix dans un cas par exemple, ou Jean-Paul Verbeau candidat au législatif, ce qu'il a déjà voulu être. Mais honnêtement, je vais vous dire franchement, je ne sais pas. Mais je sais que quand j'étais députée, faire en même temps, avoir vraiment porté le mandat de maire du lundi matin au dimanche soir, parce que c'est comme ça, à maire, c'est difficile. Alors, attendez. Donc, on a en général des adjoints. Je voudrais quand même qu'on aborde un sujet important, c'est l'insécurité qui a, semble-t-il, ou qui va peut-être beaucoup peser sur ces élections. Morlaix a eu les honneurs du New York Times. C'était un peu exagéré ou pas du tout? Voilà, c'est mon opinion tout à fait personnelle. Oui, c'est exagéré. D'ailleurs, le journaliste du New York Times, j'ai pu échanger avec lui. C'est arrivé, il a écrit un article au moment où il y avait un rapport sénatorial qui expliquait à quel point la cocaïne avait envahi toutes les villes moyennes en France. Morlaix ne faisait pas exception. Au moment où le maire de Morlaix avait ouvert le débat au Congrès national des maires, et au moment où, historiquement, je crois que c'était jamais arrivé, il y a eu des tirs à Morlaix. Donc tout ça a fait que oui, il y a eu le New York Times s'est intéressé, nous a lu et est venu faire un reportage. Et pour autant, lui-même écrit, est-ce qu'il a découvert une ville gangrénée par l'insécurité? Non. Est-ce que vous êtes capable de répondre en une minute, parce que l'émission se termine, Madame la Ministre? En une minute. Juste sur l'insécurité, les socialistes changent de braquet avec un peu de retard. Ils finissent par accepter la police municipale, la vidéoprotection. Et si vous prenez la minute, je ne peux plus rien dire. La police municipale, c'est payé par les impôts locaux l'absence de la police de proximité. C'est comme ça. Et d'ailleurs, on rappelle toujours, le maire de Morlaix le rappelle, que la police est née de la nationalisation des polices municipales de l'époque. Donc il y a un vrai problème de police nationale. Moi, je pense que pour Morlaix, Jean-Paul Verbeau a eu raison. Quand on a des points de deal sur son territoire, on ne met pas ça sous le tapis, on en fait un débat public. Résultat, aujourd'hui, on n'en a plus de points de deal. Et il y a des policiers municipaux en plus. Et je pense que c'est un climat apaisé et qu'il vaut mieux s'arc-bouter, prendre de face un problème, plutôt que de dire
Moi, on en Oui, parle. enfin, mais on Jean-Paul se porte. Véraud, peut-être pas le dernier, mais enfin, dans certains cas, notamment à Brest, ça s'est fait aussi un peu à reculons. Une dernière phrase, c'est bon? C'est bon pour moi. Non, il Vous a êtes doublé d'accord sa police, oui. Bon, eh bien, je vous remercie, Je vous en prie. la ministre, mon cher confrère. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouveaux débats dans le Café du Commerce. Portez-vous bien. Bon week-end.